Deuxième et déjà dernière vidéo pour ce chapitre consacré à la mémoire vive. Alors ici, on va parler d'une autre caractéristique qui sont les timings. Enfin, déjà un principe de fonctionnement qui sont les timings. Et de là découlera une caractéristique qui s'appelle la latence. Et voilà, donc là on est parti pour quelques calques un petit peu plus complexes, mais c'est pour bien comprendre le fonctionnement. Et donc, une barrette de RAM, ça a des timings, différents timings. Donc typiquement, il y a un premier timing qui s'appelle le TRCD. Donc l'idée c'est que vous avez, quand il faut accéder à une donnée au niveau de la mémoire, il y a une requête, un premier signal qui est envoyé, le signal actif. Et ce signal est porteur, cette commande est porteuse d'un numéro de ligne. Donc le RAS c'est pour Raw Access Strobe. Donc c'est le numéro de ligne auquel on veut accéder dans la mémoire. Parce que la mémoire est organisée en genre de tableau à 2 dimensions. Donc ici on vient sélectionner une ligne. Voilà, je veux accéder à cette ligne-là. Ce qu'il y a, c'est que cette ligne ne s'ouvre pas tout de suite. Donc il y a un temps, il faut un certain temps pour que la ligne s'ouvre, qu'on puisse y accéder. Et ce temps s'appelle le Ras-to-Cas Delay ou le TRCD. Donc ça prend un certain temps. Ensuite, une fois que cette ligne est ouverte, donc je reprends mon petit schéma, voilà, hop, on a notre ligne qui est maintenant open, donc on a une ligne ouverte. Il faut envoyer un deuxième signal qui est le CAS, donc CAS pour column address throw, pour ensuite choisir la colonne. Donc on veut accéder à cette colonne-là, pour du coup accéder à la case qui se trouve à l'intersection. Et donc, même chose, ce temps cette ouverture de colonne n'est pas instantanée, ça prend un certain temps qu'on appelle le CAS latency ou TCL. Et une fois la colonne ouverte, alors on peut entrer ou sortir la donnée. Malheureusement, ce n'est pas tout. Il y a encore un petit temps nécessaire avant d'envoyer un troisième signal qui est le précharge. Et donc ce temps qu'on appelle le TRAS, donc la commande précharge sert à fermer la cellule mémoire qu'on vient d'utiliser. Et la RAM impose un temps minimum entre le début de l'opération et le moment où on peut envoyer cette commande précharge. Ça s'appelle le Active to Precharge Delay ou TRAS. Une fois cette commande reçue, il y a la fermeture qui va prendre un certain temps. Et c'est pas instantané. Et ce temps de fermeture s'appelle le RAS Precharge Time. Il ne faut pas retenir tous ces termes-là par cœur, hein, mais c'est comme ça vous avez l'explication du pourquoi du comment. Et une fois ce temps passé, la cellule mémoire est fermée et on peut recommencer un nouveau cycle de lecture ou écriture en mémoire. Donc il y a ces 4 timings qui font partie des caractéristiques techniques des barrettes de RAM. Et évidemment, plus ces temps sont courts, plus on peut accéder rapidement à des cellules mémoire. Voilà, donc le timing, ça a quand même un impact sur les performances. Ces histoires de timing, bon, faut avouer que c'est un peu compliqué. Du coup, les divisions marketing en informatique se sont dit, ben oui, c'est compliqué, donc on va améliorer ça. Et donc, vous savez que quand ils interviennent dans des domaines comme l'informatique, c'est toujours magistral. Résultat, ils ont encore plus compliqué l'histoire. Donc, dans les docs techniques, ce ne sont pas des temps en nanosecondes ou millisecondes, hein, parce que ça ne parle à personne, évidemment. Ils ont exprimé ça en cycles. Alors, regardez bien. Donc, dans les docs techniques, vous avez ce qu'on appelle le CAS latency. En fait, le CAS latency, c'est le TCL divisé par un TCLK. Alors, TCLK, c'est quoi? C'est le temps que la mémoire fait pour un cycle. Donc, c'est 1 divisé par la fréquence de fonctionnement de la mémoire. Du coup, on va dire que si la mémoire est à 100 MHz, divisé par 100 millions, ça fait 10 nanos. Et donc, un cycle, c'est 10 nanosecondes. Du coup, ce qui sera, si ce temps, donc je reste sur le CAS latency, dure par exemple 50 nanosecondes, je prends un chiffre comme ça, hein, je ne sais plus par cœur combien c'est, mais imaginons. Donc s'il dure 50 nanosecondes,
eh ben, le temps qui sera, la valeur affichée dans la doc technique, ça sera 5. Ben oui, 50 nanos divisé par 10 nanos temps de cycle de la mémoire. Donc 50 divisé par 10, ça fait 5. Et donc ils afficheront la valeur de 5. Donc dans la doc technique, c'est ça que vous voyez. Ce qui veut donc dire que si vous comparez deux barrettes mémoire qui ont toutes les deux un cache latency de 5, ben ça ne veut rien dire. Car vous avez besoin de connaître son TCLK. TCLK qui est affiché nulle part. Par contre, ce que vous avez comme info, c'est la fréquence de fonctionnement de la mémoire. Du coup, la mémoire qui aura la fréquence la plus élevée aura le TCLK le plus petit. Vous suivez? Et que donc, deux barrettes de RAM qui ont un cache latency identique, ben, ce sera la mémoire qui aura la fréquence la plus élevée, qui aura finalement la durée de latence la plus faible et qui sera donc la plus rapide. Mais ça sera peut-être plus clair un peu plus tard. Mais donc, dans la doc technique, ce sont des latents, des timings exprimés en cycle et pas en durée. On dit merci qui? Merci le marketing. Toutes ces durées, donc toutes ces latences là, donc le RAS to cache, le cache latency et le RAS précharge, très souvent sont des valeurs très proches, ont des durées assez proches. Et le active to précharge, généralement, c'est une durée ou une latence qui correspond à plus ou moins, qui se trouve entre 2 fois le casse et un peu inférieur à 3 fois le casse. C'est un petit peu l'ordre de grandeur. Et donc du coup, comme c'est souvent ça, dans les noms des barrettes, ils affichent que le cache latency, c'est un petit peu la référence, étant donné que celui-là est souvent identique, celui-là aussi, et celui-là étant 2-3 fois le casse, c'est la valeur qui est souvent mise en avant, et uniquement celle-là. Donc typiquement, si je prends ici, j'ai pris un librairie de barrettes de RAM, bah, vous avez la marque, le modèle, la capacité, on a déjà vu, le type, on a vu ce que c'est, la fréquence logique de fonctionnement, et alors le cache latency 18. Donc 18 cycles. Et quand on va dans la doc technique, ben, on a alors le détail, ben, on voit que le cache latency, voilà, c'est bien 18 cycles, les deux autres là c'est 19, et le RAS active time c'est 39. Qui s'appelle Active to Précharge ou RAS Active Time, c'est la même chose. Et vous avez également dans la doc la tension d'alimentation de la barrette qui, pour rappel, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, normalement de la DDR4 c'est 1 volt 2, mais quand on veut les mettre qu'elle fonctionne à sa vitesse maximale, c'est-à-dire 400 MHz avec des timings de ouf, le système va overclocker la RAM, augmenter sa tension et tout paramétrer correctement si votre système est compatible avec ces valeurs. Donc, en résumé, c'est un gros bordel. Ce qu'il faut retenir, c'est que, en toute logique, des barrettes de RAM, si vous comparez deux barrettes de RAM, normalement, la barrette de RAM avec la fréquence la plus élevée offrira des débits plus élevés, et la barrette de RAM avec le cache latency le plus bas, donc avec les latences les plus basses, devrait offrir des performances meilleures, mais faut compter, faut calculer la latence en nanosecondes et pas regarder bêtement le chiffre ici. Donc il faut faire intervenir la fréquence dans votre calcul. Voilà. Alors, pour que ce soit bien clair, cette histoire de cache latency, un petit exemple. Donc c'est exprimé en cycle, ce qui rend les comparaisons pas toujours faciles. Donc, prenons deux barrettes. Donc vous voyez celle-là haute fréquence, celle-là plus basse fréquence. On se dit ouais celle-là un gros débit, celle-là un petit débit. Alors je rappelle c'est à condition que vous arrivez à maintenir cette fréquence, hein, ce qui n'est pas garanti. Et on voit celle-là, latence 18, latence 16. Bon on se dit ouais 16 c'est plus petit que 18 donc c'est mieux. Ben non, parce que ce sont des cycles, et donc c'est lié à la fréquence. Donc le temps de cycle c'est 1 sur F. Donc c'est la formule ici, sauf que vous voyez, donc la fréquence, j'ai mis ici 4 milliards pour les 4000 MHz, mais c'est divisé par 2. Bah oui, rappelez-vous, c'est de la DDR. Et donc, dans la DDR, c'était vu dans la vidéo précédente, on a un signal électrique, tac, 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 et le signal logique, c'est le double de la fréquence de ce signal électrique. Et ce qui compte dans ces saloperies de calcul de latence, c'est le signal électrique. C'est génial, hein?
Donc c'est cette fréquence divisée par 2, ce qui nous donne du coup 0,5 nanosecondes. Pour l'autre barrette, ça nous donne 0,833 nanosecondes. Du coup, si on multiplie ça fois ça, donc le 0,5 fois 10, ça donne 9 nanosecondes de temps nécessaire pour cette latence, et tandis que l'autre, ça donne 13,33. Donc vous voyez, la différence est quand même assez fulgurante, quoi. Il y a plus de 50% d'écart sur le temps, alors qu'au niveau des valeurs, elles étaient assez proches. Donc, et cette valeur ici était la plus petite, mais au final, c'est la barrette la plus lente vis-à-vis des latences. Donc, ce petit calcul est nécessaire pour pouvoir comparer des barrettes qui ne sont pas à la même fréquence. Si on regarde un petit peu l'évolution des mémoires vives au fil du temps, donc vous avez ici en une vingtaine d'années, on a augmenté la densité des puces mémoire, donc les barrettes stockent, on peut mettre de plus en plus de données sur une barrette, ok. Les débits n'ont fait qu'augmenter, donc en 20 ans on a fait x20 les débits, donc le nombre d'octets par seconde que les barrettes savent envoyer au processeur. Par contre, on voit que les latences ont été améliorées de maximum 30%. Donc entre des barrettes mémoire des années 90 et des barrettes mémoire actuelles, la barrette mémoire actuelle réagit à peine 30% plus vite. Alors vous allez me dire, ouais, mais on vient de voir que c'est des choses exprimées en nanosecondes. Donc qu'est-ce qu'on s'en fout de gagner 2 nanosecondes? En fait, ça a beaucoup plus d'impact qu'on peut imaginer, mais ça on en a parlé dans le chapitre sur les processeurs. Ces nanosecondes, vis-à-vis d'un processeur, c'est du temps. Quand le processeur doit attendre 10 nanosecondes qu'une donnée arrive, c'est du temps où il ne sait rien faire. Et donc, c'est important de réduire ces temps vis-à-vis des performances. Et il y a des algorithmes qui sont dépendants des performances, de la réactivité de la mémoire. Il y en a. Et ces algorithmes-là, entre une machine des années, vous voyez, fin 90, et une machine actuelle, si c'est un algorithme qui est 100% dépendant, ses performances sont 100% dépendantes des latences, il va, en 20 ans, on a su le faire aller à peine 30% plus vite. Voilà, c'est rare, mais ça arrive qu'il y ait des algos qui soient comme ça. Donc, malheureusement, les électrons, ça va bouger beaucoup plus vite. Donc voilà, le système de fonctionnement de la mémoire n'a pas beaucoup évolué vis-à-vis des latences en 20 ans, contrairement aux autres caractéristiques. Un autre aspect de la mémoire, ce sont les canaux. Donc, on parle de canaux mémoire, de multi-channel en anglais. Et donc, il y a certains couples CPU-carte mère, parce que c'est toujours la gestion de la mémoire, c'est le CPU qui communique directement avec la mémoire, mais la mémoire n'étant pas enfichée sur le CPU, les signaux transitent du coup par la carte mère, étant donné que le CPU est enfiché sur la carte mère et la mémoire aussi. La carte mère a donc un rôle à jouer dans cette histoire, et le couple CPU-carte mère permettent d'exploiter plusieurs barrettes de RAM en simultané. Donc c'est pas parce que vous avez plusieurs barrettes de RAM dans votre PC qu'elles sont accédées simultanément. Il faut que le couple CPU carte mère permette de le faire, et si c'est le cas, ça permet de cumuler les débits. Donc une barrette de RAM fait plus ou moins 20 gigaoctets par seconde. Donc si vous pouvez cumuler deux barrettes de RAM en simultané avec ce qu'on appelle du dual channel, vous allez passer à 40 gigaoctets par seconde. Ce qui est le cas de la majorité des machines grand public. Donc à l'heure actuelle, la majorité des matériels utilisés, CPU carte mère, permettent de faire au minimum du dual channel. Dans les PC plus gros ou les serveurs, par exemple, on peut monter jusqu'à de l'octo-channel, donc cumuler les débits de 8 barrettes de RAM, ce qui fera dans ce cas-là 160 gigaoctets par seconde au lieu de 20. Mais pour une utilisation classique, le dual channel est plus que suffisant, il n'y a pas à vous inquiéter. Par contre, pour pouvoir faire du multi-channel et donc sur du grand public du dual channel, pour que ça marche,
Il faut que le couple CPU carte mère le permette, c'est souvent le cas, mais également que les barrettes de RAM soient identiques. Donc je ne peux pas prendre une barrette modèle Y et une barrette modèle X et faire du dual channel. Non, il faut que ce soit deux barrettes identiques, du même modèle, du même fabricant, de la même capacité, avec les mêmes fréquences, et si possible fabriquées le même jour. Et ouais, des fois, le même modèle mais pas fabriqué la même semaine, ça marche pas. Donc c'est pour ça que les fabricants vendent des fois les barrettes par couple, pour c'est garanti que ces barrettes vont ensemble et peuvent être utilisées en dual channel. Oui, petite précision sur le dual channel, si vous avez une carte mère avec 4 emplacements de mémoire, elle fera peut-être que du dual channel maximum. Donc mettre 4 barrettes de RAM identiques, vous ne quadruplez pas les débits d'office. Si ça se trouve, c'est une carte mère, et en fait c'est souvent le cas. Il y a beaucoup de cartes mères en PC qui ont 4 emplacements de mémoire, mais elles ne font que du dual channel. Donc vous pouvez mettre 4 barrettes, donc vous aurez, si c'est 4 barrettes de 8, vous aurez 32 Go, mais il n'y aura jamais que 2 barrettes en simultané qui seront accédées. Sinon maintenant pour parler des benchmarks, comme je vous ai parlé de la fréquence plus élevée, débit plus élevé, les latences exprimées en cycle. Il faut faire le calcul avec la fréquence pour savoir combien de nanosecondes sont ces latences et le nombre de canaux. Maintenant, quel est l'impact sur les performances? Donc si on prend, ici c'est vous avez la source ici en bas, mais c'est un test qui a été fait sur des jeux vidéo en très basse résolution, j'en verrai là-dessus après. Vous avez ici des configurations de barrettes de RAM, donc vous avez mis devant la fréquence, et vous avez les différents timings exprimés en cycle. Et donc le premier, c'est le cas latency, il n'y a qu'à regarder la première valeur. Et donc ils ont mis comme barrette de référence ceci, une barrette DDR4 à 2666 avec 14 cycles pour les latences. Et vous voyez que entre la barrette la plus lente et la barrette la plus rapide, il y a un écart de plus ou moins 10%. Voilà. Donc entre je m'en fous, je prends le premier truc qui vient et ouais, je vais faire la fine bouche et je veux le top du top. Vous avez un écart de 10% de perf en moyenne dans cet exemple-ci dans les jeux vidéo. Il y a des logiciels professionnels sur lesquels l'impact est plus important. Ça, c'est de l'ordre de 20-30%, mais ça, c'est vraiment exceptionnel. On va dire plutôt 15%. Et il y a des softs dans lesquels il y a 0% d'écart entre la barrette premier prix et la plus rapide. Donc en moyenne, ces 10% me semble être quelque chose de plus ou moins cohérent. Par contre, l'écart de prix entre la barrette premier prix ici et le top du top mis en bas, c'est x2, x3 quoi. Donc voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable point de vue investissement. Surtout en sachant que cette barrette haut de gamme ou toutes les barrettes ici ne seront peut-être pas fonctionner à ces fréquences-là sur votre matériel. Donc mettre de la mémoire ultra rapide, 1, il faut pouvoir le faire, 2, il faut pouvoir le régler, 3, il faut que ça fonctionne, 4, il faut le payer. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus rentable, c'est vraiment quand on gratte, quand on veut gratter. Maintenant, entre la premier prix et je vérifie la barrette de référence placée ici, là l'écart de prix est vraiment très très faible, il y a peut-être quelques pourcents d'écart au niveau prix. Donc ça vaut quand même le coup de ne pas prendre le truc premier prix et de prendre quelque chose de plus ou moins potable, comme vous le voyez ici. Voilà, on va pas décortiquer toutes les performances, mais ce qui est intéressant de regarder dans ce graphique-ci, vous voyez qu'il y a une barrette ici à 3 GHz, est finalement un peu plus lente qu'une barrette à 2 Go6. Pourquoi? Parce qu'elle a des latences moins bonnes. Voilà. Donc, même si ce sont des nanosecondes, ça intervient. Tout comme vous avez ici une barrette à 4 GHz avec des latences en 19 et une barrette à 3 Go2 qui est finalement plus rapide parce qu'elle a des meilleures latences. Voilà, donc c'est toujours un compromis entre les deux, mais voilà. Donc alors, je vous laisse décortiquer ça si ça vous intéresse. Sinon, la partie simple channel, dual channel, de manière générale, donc ça c'est une analyse de performance fait dans des applications. Donc vous avez une barrette de 16 Go ici et une barrette, donc là c'est aussi un indicateur de perf, deux barrettes de 8 Go, donc ce qui donne la même capacité mémoire, avec les mêmes spécificités. Vous avez un gain de 11% en moyenne dans différentes applications. Ici c'est dans des applications de calcul, donc là il y a un impact de 10% plus ou moins.
Dans les jeux, c'est assez kiff-kiff. Mais c'est quand même intéressant, ce gain de 10%, à savoir qu'une barrette de 16, donc 1 fois 16 Go, bah, c'est égal au même prix, plus ou moins, que 2 fois 8 Go. Donc c'est 10% de perf, cadeau, qui coûte 0 € d'écart. Voilà. Des fois, ça ne procure aucun gain, des fois à 20%, donc en moyenne 10, quoi. Donc ça vaut quand même le coup de s'attarder là-dessus, je trouve, surtout que c'est un gain gratuit. Des fois, vous rencontrez les appellations de UDIM ou de RDIM. Donc, rappelez-vous, DIM, c'est le format de barrette pour ordinateur fixe. SODIM, c'était pour les portables. Et des fois, dans la doc, c'est mis UDIM ou bien RDIM. Et UDIM, c'est pour de la RAM unbuffered, donc de la RAM sans buffer. Donc, dans ce type de barrette, en fait, ce sont les barrettes classiques, c'est le processeur qui accède aux puces mémoire directement. Donc, c'est le contrôleur mémoire à l'intérieur du CPU qui s'occupe d'adresser les données et d'y accéder vis-à-vis de la RAM. Et donc, du coup, c'est le CPU qui fournit une limite. Le CPU est capable d'adresser maximum X gigaoctets de mémoire. Typiquement, dans les ordinateurs, ce sont des grands publics, ce sont des barrettes UDIM. Mais il existe aussi des RDIM, c'est la RAM Registered, où il y a une puce additionnelle, vous la voyez là, la puce additionnelle, et le processeur, donc c'est un registre, cette puce additionnelle, et c'est cette puce qui s'occupe d'adresser les données en mémoire, et le processeur, lui, communique qu'avec cette puce. Alors comme c'est une étape intermédiaire entre les puces de mémoire et le processeur, il y a une petite latence supplémentaire. Mais cette puce permet de régénérer un petit peu les signaux électriques, etc., d'éviter certains bugs, ça rend le signal plus stable, et ça permet également d'installer des barrettes de plus forte capacité. Donc cette limite de X gigaoctets qu'on avait avant, ben, elle est supérieure, on fait sauter un petit peu cette limite avec les barrettes Registered, et du coup, à condition que le processeur soit compatible avec cette puce et que la carte mère aussi. Ce qui est souvent le cas sur les serveurs. Donc c'est typiquement des barrettes pour les serveurs où on veut généralement mettre beaucoup plus de RAM que dans des ordinateurs grand public. Donc il ne faut pas confondre les UDIM des RDIM qui sont souvent incompatibles les unes avec les autres. Enfin, les serveurs souvent acceptent les deux, mais les machines grand public n'acceptent pas les RDIM. Alors, les différentes sources d'erreurs en informatique, donc erreur de calcul, erreur de manipulation, etc. La première cause d'erreur, souvent, ça c'est l'erreur la plus courante, c'est l'utilisateur. Moi j'ai encore eu le cas cette semaine, je me suis pris la tête avec quelqu'un. Ouais, mon fichier a disparu, il y a un bug. Et puis bon, j'ai retrouvé des traces, ce con avait supprimé son fichier, puis il se plaint qu'il a disparu. Voilà, donc ça arrive. Sinon, l'autre source de bug, c'est tout souvent erreur humaine, hein, développeur qui a fait une erreur de logique dans son logiciel, ça arrive à tout le monde, hein, moi le premier, et du coup il y a une erreur de calcul, ça arrive, donc c'est pour ça qu'il y a des correctifs, des patchs et des trucs comme ça. Des dépassements de capacité, ça c'est souvent des erreurs, on oublie, mais voilà, sur un entier, je peux stocker de la valeur un maximum de milliards et quelques si c'est un entier signé, donc si je mets une valeur plus grande, ça déconne. Les nombres réels sur lesquels il y a des erreurs de précision. D'autres sources d'erreurs, le matériel peut s'user ou peut tomber en panne. Donc souvent on pense que c'est la cause d'erreur numéro 1, mais non, c'est plus rare que les précédentes, mais ça peut arriver. Et une source d'erreur qui par contre est mal connue, ce sont les bit flips, dû à des interférences électromagnétiques, voire des rayons cosmiques, etc. Donc vous pouvez avoir, tiens, pouf, en ce moment il y a une éruption solaire, il y a des gerbes de particules émises par le soleil, et à un moment donné, ça arrive jusqu'à votre barrette de RAM. Je vous fais la version courte de l'explication. Et du coup, il y a un bit qui valait 0 qui passe à 1. Et ouais, comme ça. Ça arrive, c'est pas de la science-fiction. Et donc, pour éviter ça, il y a les barrettes ECC. Donc, les barrettes ECC sont des barrettes où il y a un système de Error Correction Code. Donc, il y a un système qui ajoute des bits en plus des bits de données qui sont dédiés à la détection des erreurs. Et donc s'il y a un bit qui change d'état, ça va être détecté et éventuellement corrigé. Donc il y a des erreurs qui sont détectées et corrigées automatiquement par la barrette. Et il peut arriver qu'il y ait des erreurs qui ne soient pas corrigées mais qui soient détectées. Donc c'est typiquement ce qu'utilisé pour les serveurs parce que plus vous avez de RAM, plus la probabilité d'avoir un bit flip augmente.
Sur des machines grand public et quelques gigaoctets, la probabilité d'avoir cette situation est assez faible. Sur des gros serveurs, ça augmente fortement avec la quantité de RAM qui augmente. Et donc, pour pouvoir installer des barrettes ECC, il faut que la carte mère et le processeur soient compatibles avec cette fonctionnalité. Notez que le fait d'avoir de la mémoire ECC n'empêche pas les erreurs de type bitflip. Il y a quand même une probabilité non nulle que ces erreurs ne soient pas détectées. Donc ça arrive. Toutes les configurations d'erreurs ne sont pas détectables. Mais c'est très rare que ce ne soit pas détecté. Mais bon, c'est quelque chose de réservé aux serveurs. Et évidemment, ce type de barrette coûte plus cher que des barrettes non ECC. Genre 2 fois le prix. Une autre caractéristique technique qui peut avoir un impact sur les performances, c'est la notion de rank. Prenons l'exemple ici avec la première barrette de RAM là, donc on a un seul rank, et sur la dernière barrette de l'illustration ici, on a 2 ranks. Si vous regardez sur la première, il y a des puces que d'un seul côté, et sur la deuxième, il y a des puces des deux côtés. On pourrait se dire, bah, du coup, s'il y a des puces de part et d'autre, c'est une dual rank. Eh ben non. Si vous regardez la barrette ici, il y a des puces des deux côtés et ça reste une single rank. Donc ce n'est pas un indicateur. Sur la première barrette, ce sont des puces qui communiquent en 8 bits. Il y en a 8. 8 x 8, 64 bits. Sur la deuxième barrette, ce sont des puces qui communiquent ici en 4 bits. Donc 16 x 4, 64 bits. Et sur la dernière barrette, on a 16 puissance 8 bits. Donc on a deux canaux de 64 bits. Une barrette dual rank, vous pouvez voir ça un petit peu comme un... C'est pas tout à fait un dual channel, mais ouais, on peut faire une approximation dual channel sur une seule barrette. L'idée de ça, c'est que quand vous avez des données qui se trouvent sur un canal, bah, pendant que le canal s'ouvre, l'autre canal peut être lu. Donc il y a une alternance qui se fait un canal après l'autre, ce qui permet de masquer éventuellement certaines latences. Donc la latence globale de la barrette est un tout petit peu moins bonne sur une dual rank, mais il y a du masquage de latence qui fait que quand un canal est occupé, l'autre peut être utilisé. Donc au final, les performances d'une dual rank sont en théorie supérieures à une single rank. Donc tout ça c'est en théorie. Dans la pratique, bah oui, il peut avoir des différences. Sur le matériel grand public, c'est du single et du dual rank. En matériel plus industriel, ça peut aller jusqu'à de l'octo-rank. Donc les gains de perf, généralement, il faut préférer les barrettes dual rank à des single rank. Cependant, il arrive que des fois, c'est plus intéressant de mettre des single rank. Il y a certains processeurs qui, quand on remplit tous les slots de RAM sur la carte mère, se comportent un peu mieux quand c'est du single rank. Mais bon, on parle de gains qui sont relativement minimes. Mais dans la pratique, voilà, favoriser les dual rank. Cependant, cette caractéristique technique est rarement présente dans les docks commerciales. Alors, un autre petit détail, c'est quand vous avez des barrettes de RAM, je veux dire assez classiques avec des fréquences basses de fonctionnement, ce sont des puces qui chauffent peu. Mais dès qu'on exploite des barrettes de RAM avec des fréquences plus élevées, type 3 GHz, les barrettes de RAM commencent à chauffer plus. Et du coup, elles sont souvent équipées d'un dissipateur thermique, comme vous pouvez le voir sur l'illustration ici, afin de refroidir un petit peu les puces. Cependant, il peut arriver que ce dissipateur thermique, ici vous voyez que la barrette de mémoire est un petit peu plus haute ici par rapport à celle-là, et du coup il peut arriver qu'un dissipateur thermique empêche d'installer un ventirad, donc le système de refroidissement de votre processeur, parce que la barrette de RAM est trop haute. Donc ici c'est une qui n'est pas trop haute, mais il y a des barrettes de RAM qui montent à cette hauteur-là par exemple, si je compare à celle-ci, et du coup il y avait un système qui devait passer juste au-dessus, il n'y a plus la place. Donc en fonction de votre système de refroidissement, votre ventirad, la hauteur des barrettes peut donc être une caractéristique cruciale pour que vous puissiez assembler votre machine. Il nous reste la caractéristique technique ultime, c'est les LED. Ah ouais. Donc il y a des barrettes de RAM avec des LED, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment très important. Donc voilà.
Et donc vous pouvez régler tout ça, faire que ça fonctionne avec la musique et ainsi de suite. Et on le voit pas très bien, il y a même des barrettes de RAM là, où il y a le revêtement est imitation, enfin est doré, imitation plaqué or. Voilà, c'est super utile, mais bon, il y en a qui font du tuning PC et voilà, ça les intéresse. Bref résumé pour le choix des barrettes de RAM. Donc d'abord, bah, vous gourrez pas sur le format, qui dépend sur du portable, du PC, du serveur, donc voilà, vous gourrez pas là-dessus. Ensuite, bah, favorisez le dual channel, 2 barrettes de 8 plutôt qu'une de 16, vous gagnerez en perf. Pensez à avoir un bon équilibre entre les fréquences et les latences. Donc ici, j'en ai pas trop parlé, mais les DDR5 sont sortis. Les DDR5 ont des fréquences de malade, mais ont des latences exécrables. Heureusement, je veux dire, dans beaucoup de logiciels sont plus sensibles au débit, donc aux fréquences, qu'aux latences. Donc globalement, ça marche mieux que la DDR5, mais il y a quelques logiciels où ça marche moins bien. Donc c'est bien d'avoir un équilibre. Monter dans des fréquences de malade et des latences super petites, bah, ça coûte très cher. L'investissement que vous allez mettre est rarement rentabilisé sur le gain, par rapport au gain en performance que vous allez avoir. Donc ça sert à rien de monter dans des barrettes de RAM aux caractéristiques extrêmes. Faites gaffe à la hauteur de vos barrettes parce qu'il y a un système de refroidissement à proximité à placer pour le processeur et donc potentiellement il peut avoir des incompatibilités avec votre barrette de RAM physique, donc au niveau de la hauteur des barrettes. Et évitez de mélanger différents formats de barrettes, différents types de barrettes de RAM. Donc essayez de prendre les mêmes. Un conseil, le grand minimum à l'heure actuelle c'est 8 Go pour de la 3D. Et un petit truc, il faut généralement que votre RAM fasse au minimum la quantité de RAM que vous avez sur votre carte graphique. Donc si c'est pour une utilisation grand public, enfin type jeu vidéo, grand public, voilà, je crois que c'est une règle. Si votre carte graphique fait 8 Go, il faut 8 Go de RAM pour éviter certains cas de figure qui peuvent potentiellement problématiques. Et dans le cas d'une machine pour du calcul plus scientifique, donc plus serveur, etc., ou simulation scientifique ou station de travail, c'est important d'avoir plus de RAM que de mémoire graphique. Donc si votre carte graphique a 8 Go de RAM, il faut une machine avec au moins 16 Go de RAM. Donc ça, c'est une petite règle à respecter. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais voilà, ça c'est un conseil perso que je vous donne. Voilà, ceci termine le chapitre sur les barrettes de RAM.